bienvenue à tous les internautes dans l'émission À vos droits. Aujourd'hui, nous allons traiter pour cette première émission de la thématique droit du patient et consentement éclairé. Tout d'abord, il faut savoir que depuis la loi de 2002, le patient est véritablement impliqué dans les décisions concernant sa propre santé. Cela implique donc qu'ils aient conscience de l'importance de leur choix et de ses conséquences. Ainsi, aujourd'hui, le médecin ne peut pas imposer de traitement à son patient sans avoir obtenu préalablement son accord. D'ailleurs, la loi encadre strictement les conditions de délivrance de cet accord. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Hélène et Justine, étudiantes en Master 2 droit de la responsabilité médicale. Justine, Hélène, pouvez-vous un peu nous parler de cet accord que le patient doit donner au médecin ? La loi prévoit que le patient doit donner un consentement éclairé. Cela signifie que le médecin doit lui délivrer en amont une information claire, loyale et appropriée. Le patient doit être informé sur son état de santé, sur le traitement envisagé et les risques qu'il comporte, et sur les alternatives thérapeutiques si elles existent. La loi de 2016 est venue renforcer l'obligation pour le médecin d'informer le patient sur le coût de l'acte. Alors, contrairement à ce qu'on pense, le document écrit n'est pas obligatoire en matière d'information. Ça reste toutefois vivement conseillé pour le médecin s'il souhaite prouver qu'il a donné cette information au patient. Au minimum, le médecin doit délivrer une information orale à son patient lors d'un entretien individuel. Et lors de cet entretien, le médecin devra s'assurer que le patient a véritablement compris ce que le médecin voulait lui dire. Si le médecin vous fait signer un formulaire de consentement sans rien vous expliquer de ce qui est contenu dans ce formulaire, vous êtes tout à fait en droit d'exiger davantage d'informations et de précisions. Donc, si le médecin délivre des informations imprécises ou incomplètes, il va commettre une faute et on peut engager sa responsabilité. Et d'ailleurs, en droit, les mineurs et les majeurs protégés sont considérés comme des personnes vulnérables. Est-ce que la loi a prévu des dispositions particulières pour ces personnes vulnérables, justement ? Oui, puisque comme vous l'avez dit, ce sont des patients spécifiques. Cependant, il faut faire attention puisque pour le majeur sous curatelle et le majeur sous sauvegarde de justice, eux peuvent prendre des décisions seuls concernant leur santé. Donc on va juste distinguer le cas du patient mineur et celui du patient majeur sous tutelle. Alors tout d'abord, le cas du patient mineur. Alors en droit, le principe, c'est que ce sont ses parents ou au moins les titulaires de l'autorité parentale qui prennent les décisions concernant l'enfant. Si on applique ce principe au domaine de la santé, cela signifie que le médecin ne peut pas agir sur le mineur sans avoir obtenu au préalable le consentement des parents. On prévoit toutefois une petite atténuation à ce principe en ce qui concerne les actes usuels. Donc ce sont les actes courants et qui ne présentent pas vraiment de danger pour l'enfant. Dans ce cas, le consentement d'un seul des deux parents peut suffire. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les parents doivent obligatoirement donner leur accord afin que le médecin puisse pratiquer un acte sur le patient mineur ? Alors ça, c'est le principe. Mais la loi du 4 mars 2002 a posé une exception à ce principe qui permet aux mineurs de prendre seuls des décisions concernant sa santé. Cela veut dire que le médecin peut agir sur le mineur sans rechercher le consentement des parents. Alors, ce cas a été prévu lorsque le mineur est en situation de rupture familiale ou lorsqu'il souhaite opposer le secret médical à ses parents. Ça se rencontre assez souvent en matière d'IVG. Ça permet aux jeunes filles de pouvoir avorter sans en informer ou sans obtenir l'accord de leurs parents. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge minimum à cette disposition. Et c'est au médecin ou à la sage-femme d'apprécier si le patient mineur est en capacité de prendre seul des décisions concernant sa santé. Le médecin a quand même l'obligation de convaincre le mineur, d'informer ses parents de son état de santé. Mais si malgré tout le mineur refuse, il pourra quand même se faire accompagner par le majeur de son choix. Et concernant le majeur sous tutelle, le consentement doit être recueilli par le médecin va recueillir le consentement du tuteur. En cas d'acte jugé plus important, on pourrait également rechercher l'avis du conseil de famille et celui du juge des tutelles. Mais dans tous les cas, le médecin va devoir recueillir l'avis du patient majeur. Et il en est de même pour le mineur. Hélène ne l'a pas précisé, mais le médecin doit toujours recueillir son avis. D'accord, merci de nous avoir expliqué et posé un peu le cadre général.
Nous allons donc maintenant accueillir Maud et Céline et voir comment ces principes que nous avons exposés sont adaptés aux situations précises que sont l'urgence. Nous allons donc maintenant nous interroger au respect des droits du patient, tels que le consentement, le refus de soins ou encore le droit à l'information, dans le cadre spécifique que sont les urgences médicales. Pour répondre à ces questions, nous accueillons donc Maud et Céline, étudiantes spécialisées en droit de la santé. Maud, je m'adresse à vous pour commencer. Est-ce que vous pouvez me dire si ces droits que l'on a énoncés précédemment sont réellement appliqués en pratique et respectés en pratique ? Alors justement, non, il faut faire une distinction selon le degré de gravité de l'urgence. En effet, il faut distinguer si on se trouve face à une urgence vitale ou à une urgence relative. L'urgence relative représente la situation dans laquelle il y a un caractère urgent, c'est-à-dire que les professionnels de santé vont devoir agir de manière rapide, sans pour autant que le pronostic vital du patient soit engagé, contrairement à l'urgence vitale dans laquelle les professionnels de santé vont devoir agir immédiatement. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Maud, l'équipe soignante il y aura deux distinctions à faire. Donc, quand on sera dans le cas d'une urgence relative, l'équipe soignante devra respecter impérativement tous les droits du patient tels que vous les avez énoncés, le consentement éclairé, l'information préalable ou également le refus de soins, contrairement à l'urgence vitale où là, ils devront s'efforcer de respecter tous les droits du patient. D'ailleurs, l'urgence vitale est une des dérogations prévues par la loi, entre guillemets, au non-respect des droits du patient, avec l'impossibilité d'informer en raison de l'état de santé du patient et le cas particulier du refus de soins. Et comment concrètement se déroule la prise en charge d'un patient en urgence médicale? Alors, il y a deux sortes de prises en charge différentes. Il y a tout d'abord la possibilité pour le patient de se rendre directement au service des urgences de son plein gré à l'hôpital, ou alors le patient peut être pris en charge par le SAMU, qui est le service d'aide médicale d'urgence, ou par le SMUR, qui est la structure mobile des urgences et de réanimation. Ces structures, en fait, sont composées d'une équipe soignante, donc de médecins, qui vont venir intervenir auprès du patient. Et ils vont stabiliser l'état du patient et ensuite assurer le transport jusqu'à l'hôpital le plus proche. Et comment ça se passe lorsque ces différents acteurs que vous nous avez exposés ne respectent pas les droits du patient? Parce qu'on peut quand même s'imaginer qu'au vu du contexte assez compliqué de l'urgence, ça peut être assez... c'est pas toujours évident de tous les respecter. Oui, alors il est vrai que l'urgence, de manière générale, présente vraiment un contexte particulier où les professionnels de santé doivent agir vraiment de manière très rapide. Et c'est vrai que lorsque les patients sont pris en charge, par exemple à l'hôpital, certains professionnels de santé peuvent commettre des fautes, engageant ainsi leur responsabilité civile, pénale, voire même disciplinaire. D'ailleurs, voilà, encore une fois en pratique, certes, ces responsabilités existent, mais en raison du contexte spécifique, il convient quand même de préciser que les juges sont plutôt indulgents envers les médecins qui pourraient commettre des erreurs face à ces droits du patient. Et justement, tout à l'heure, vous évoquiez le refus de soins. Comment est-il appréhendé, ce refus de soins, par les médecins dans l'urgence? Alors, le refus de soins est quand même une question assez délicate. On va considérer qu'en théorie, les professionnels de santé doivent réellement s'attacher et s'efforcer de respecter la volonté du patient qui refuse de se faire soigner. Et d'ailleurs, voilà, en pratique, la mission première des médecins est de sauver le patient. Et donc, dans le cadre d'une urgence vitale, les médecins passeront outre ce refus de soins. Et par ailleurs, on remarque que les magistrats sont aussi également assez indulgents envers les médecins sur cette pratique du refus de soins. Merci Céline et Maud pour toutes ces précisions sur les situations d'urgence et qu'on ait pu un peu mieux comprendre comment les médecins appréhendaient justement le respect de ces droits des patients dans l'urgence. Nous allons maintenant accueillir Domitil qui va vous parler du cas particulier de la fin de vie.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Donc Domitille, je vous laisse exposer un peu aux internautes comment est appréhendé le cas particulier, l'exception finalement qu'est la fin de vie avec le respect de tous les droits du patient. Merci Flavie. Nous accueillons Sixtine sur ce plateau pour nous parler effectivement du thème de la fin de vie. Nous avons vu que l'urgence est une dérogation au consentement du patient et à sa volonté. Qu'en est-il justement? Comment peut-on faire pour anticiper cette situation, Sixtine, où le patient n'est plus en état d'exprimer sa volonté? Tout patient a la possibilité de rédiger ses directives anticipées. Que sont les directives anticipées? Alors concrètement, les directives anticipées, c'est un écrit par lequel une personne majeure peut exprimer sa volonté relative à la fin de vie. En fait, le but, c'est de faire connaître aux différents professionnels de santé les choix relatifs à la fin de vie quand le patient ne sera plus en état de le faire, de s'exprimer directement. Donc, par exemple, le patient peut expressément refuser d'être maintenu artificiellement en vie ou encore de refuser toute intervention chirurgicale. Comment on conserve les directives anticipées? Elle se fait soit par le patient lui-même, soit par le médecin traitant ou encore toute personne de son entourage, y compris la personne de confiance. Alors, les directives anticipées, depuis la loi de 2016, elles sont rendues illimitées. Elles sont illimitées dans le temps, elles sont révisables et révocables à tout moment. En principe, les directives anticipées s'imposent aux médecins. Cependant, ce principe revêt quand même deux exceptions, en cas d'urgence vitale et également quand la demande est manifestement illégale. Alors, qu'est-ce que c'est une demande illégale? C'est quand le patient demande expressément le droit de mourir. Pour rappel, en France, l'euthanasie n'est toujours pas acceptée. Donc, si le professionnel de santé voit cette demande d'euthanasie, il ne pourra pas l'appliquer. Il est important que tous nos internautes comprennent que les directives anticipées permettent vraiment d'éviter des situations de blocage et permettent de s'exprimer jusqu'à la fin de vie. Merci Sixtine pour ces informations. Nous accueillons maintenant Léo qui va prendre le relais afin de répondre à la question qui est de savoir, lorsque les directives anticipées ne sont pas rédigées, quels sont les autres relais de la volonté qui existent afin de respecter la volonté du patient? Alors, tout d'abord, lorsqu'aucune directive anticipée n'a été rédigée par le patient, le médecin va consulter la personne de confiance. Il faut tout de suite faire un distinguo entre la personne de confiance et la personne à prévenir. Cette personne à prévenir est celle inscrite dans le dossier lors de l'hospitalisation du patient, mais qui n'a qu'une fonction administrative. Elle n'a aucun rôle dans la décision médicale. La personne de confiance, quant à elle, a un rôle primordial en ce qu'elle constitue l'interlocuteur direct de l'équipe médicale. Toute personne majeure peut, par écrit, désigner cette personne de confiance à tout moment, et depuis 2016, cette faculté a même été étendue aux personnes majeures, en ce compris les personnes placées sous tutelle. La personne de confiance, qui peut-elle être? Il peut s'agir d'un parent, du conjoint, d'un proche ou même du médecin traitant. Mais il faut préciser que cet avis de la personne de confiance n'est qu'un relais de la volonté du patient, qu'il ne s'agit que d'une indication de celle-ci et, comme telle, elle ne s'imposera pas au médecin. En prenant en compte cet avis, le médecin va réunir l'équipe médicale qui, en procédure collégiale, décideront du devenir des soins à dispenser au patient. Alors, bien sûr, les cas sont fréquents où il n'existe ni directive anticipée, ni personne de confiance désignée. Dans ce cas, le professionnel de santé, le médecin, s'efforcera de connaître l'avis qui aurait été celui du patient inconscient en consultant la famille ou, plus globalement, les proches. Pour terminer, j'aborderai le cas du patient mineur inconscient. Vous l'aurez compris, il ne peut ni rédiger de directive anticipée, ni désigner de personne de confiance. Et dans cette hypothèse, le médecin ira consulter les représentants légaux qui sont bien souvent les parents du patient mineur. D'accord, je vous remercie Léo. Merci Domitille, merci Léo pour toutes ces précisions sur la fin de vie. Voilà, c'était l'émission À vos droits. J'espère que vous avez pu un peu mieux comprendre les enjeux du respect des droits du patient et du consentement éclairé. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission.